Vous écoutez Bretagne 5, il est 8h16. Bretagne 5, l'invité de la matinale. Et en ce 8 mai, notre invité politique est Julien Masson. Il est porte-parole du Rassemblement national en Ille-et-Vilaine. Et il a fait le chemin pour être avec nous en direct en ce jour férié. Je l'en remercie. Bonjour. Bonjour Stéphane Amand, bonjour à tous. Alors, justement, le 8 mai, c'est un symbole. Aujourd'hui, on aime bien rappeler les symboles, on aime bien rappeler les symboles de la République, de la démocratie. Le 8 mai, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Écoutez, puisque nous commémorons aujourd'hui la fin de ce qui fut la guerre la plus meurtrière de tous les temps, permettez-moi d'avoir une pensée pour toutes ces victimes, civiles, militaires, les internés, les déportés. Une pensée pour tous ces combattants de la liberté aussi. La liberté n'est jamais acquise et permettez-moi d'avoir une pensée toute particulière pour mon grand-père, Francis Masson, qui était engagé dans l'armée française et qui a combattu, qui a été fait prisonnier 2 fois par les Allemands, les nazis, et qui s'est libéré, qui s'est évadé 2 fois pour retrouver sa douce et tendre Bernadette à Rennes. Il y a un grand patriote qui voulait reprendre les armes pour l'Indochine après, et ma grand-mère lui a dit écoute, j'ai été morte de peur toutes ces années, donc voilà, ce serait bien que tu restes avec moi, et c'est ce qu'il a fait. Il est devenu infirmier, il a quitté l'armée, il est devenu infirmier. Ma grand-mère tenait une épicerie dans le centre, dans un quartier de Rennes. Donc voilà, honneur à tous ces combattants de la liberté qui ont payé un lourd tribut pour que vive la France. Et aujourd'hui, il y a encore des guerres. Alors même si la France n'est plus en guerre aujourd'hui, il y a encore des guerres en Europe. On pense à l'Ukraine, évidemment, et puis au-delà de l'Europe, au Proche-Orient. Voilà, ça m'amène, avant d'arriver sur une situation peut-être un peu plus locale, à parler de diplomatie. Parce que voilà, on pourrait éviter finalement les guerres, ou en tout cas leur déclenchement. Aujourd'hui, on a le sentiment que la diplomatie ne pèse plus lourd ici en Europe. Est-ce qu'il faut remettre au goût du jour la diplomatie? Bien sûr. Mais bien sûr, on est peut-être plus dans un rapport de force plutôt que dans la diplomatie. Et malheureusement, tous les Français constatent que depuis de nombreuses années maintenant, la voix de la France, cette voix singulière dans le concert des nations, ne porte plus. C'est le résultat de la politique menée par Emmanuel Macron avec des allers-retours incessants. Malheureusement, nous le déplorons tous, la France ne pèse malheureusement plus beaucoup dans le concert des nations. Sur l'armement aussi, parce qu'on parlait des militaires, évidemment, pas d'armée sans armement. On a vu cette prise de conscience ces dernières semaines, ces derniers mois, avec la guerre en Ukraine, d'une Europe qui devrait s'armer, d'une France aussi qui devrait se réarmer, et puis la question de la force de dissuasion nucléaire. C'est plutôt une bonne chose, cette prise de conscience ? C'est une très bonne chose. C'est vrai que la France, grâce notamment au général de Gaulle, a cette dissuasion nucléaire qui fait envie à nos voisins européens. Effectivement, nous avons un rôle particulier à jouer à l'international. Malheureusement, comme je le redis, je le déplore. Je pense que la France est effacée, malheureusement, progressivement, et que voilà, il nous faut maintenant reprendre le flambeau sur le plan international et représenter la France comme elle se doit. Une Europe des nations serait plus forte qu'une Europe fédérale face à une menace ? Moi je crois beaucoup à une Europe de la coopération entre nations. On est capable d'avoir, on a été capable d'avoir de grands projets européens comme Ariane, comme Airbus. Ce sont des nations entre elles européennes qui se sont associées pour des grands projets sur des fleurons industriels. C'est ça que nous devons encourager aujourd'hui. C'est ma position en tout cas, oui. Alors, on va revenir à l'échelle un peu locale. Oui. J'avais envie de vous entendre, puisque vous venez de Rennes, je le précisais tout à l'heure en commençant. Oui. Rennes, aujourd'hui, on en entend beaucoup parler dans l'actualité. Malheureusement, pas forcément dans le chapitre du développement, mais dans le chapitre des faits divers et des faits liés au trafic de stupéfiants. Des fusillades régulières dans presque le centre de Rennes aujourd'hui. Est-ce que la situation est hors de contrôle ou est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ? Je pense qu'elle est hors de contrôle depuis un petit moment déjà, malheureusement. Les Rennais, les Bretons, d'une façon générale, constatent la dérive vertigineuse de Rennes en quelques années. Il y a encore quelques années, une telle fusillade, comme on a vu encore récemment à Villejean, paraissait surréaliste. On était tous choqués. Maintenant, ça paraît malheureusement habituel. Ça devient une fatalité à Rennes, ce genre de scène. Mais les causes
on les connaît. Je pense qu'au Rassemblement national, on est les seuls à dire clairement les choses. Les causes, c'est l'immigration massive depuis 40 ans, c'est le laxisme judiciaire, c'est la culture de l'excuse, c'est l'effondrement de l'autorité de l'État depuis des décennies. Et nous payons aujourd'hui le résultat à Rennes, comme dans d'autres villes d'ailleurs, pour ce narcotrafic qui explose. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, voilà, c'est le résultat de 50 ans de mairie socialiste, enfin de gauche à Rennes. C'est malheureusement aussi 8 ans de pouvoir macroniste qui n'a absolument pas arrangé les choses, loin de là. Voilà, donc il y a des choses, des mesures à prendre au national, mais aussi évidemment au local. On a entendu Nathalie Appéré s'exprimer plusieurs fois, aller sur le terrain, faire part de son mécontentement finalement vis-à-vis de l'État qui, selon elle, ne met pas les moyens, ne donne pas les moyens à la ville de se protéger. Oui, alors Nathalie Appéré est venue nous dire encore tout récemment que voilà, elle ne peut rien faire parce que vous comprenez, on a des Marseillais qui viennent à Rennes pour tirer sur des Nantais, donc voilà. Elle semble un peu abasourdie et elle dit qu'elle ne peut rien faire. Évidemment qu'il y a des mesures à prendre au local. Évidemment, la police municipale n'est pas au niveau à Rennes, ça c'est une certitude. Il faut augmenter considérablement les effectifs pour en faire une police municipale présente 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 dans tous les quartiers. Je crois beaucoup à ce concept de police de proximité qui connaît bien les habitants des quartiers. Il faut pourquoi pas une brigade canine. Il faut armer la police municipale aussi, et il faut aussi considérablement déployer les caméras de vidéosurveillance dans Rennes, puisqu'on n'est vraiment pas du tout au niveau à Rennes. Donc effectivement, il y a des choses à faire. Maintenant, il faut aussi être très clair avec les Rennais. La police municipale armée avec des effectifs augmentés, ce n'est pas ça, malheureusement, qui empêchera de nouvelles fusillades, parce que le mal est très profond, et le mal il est aussi national, effectivement. Il manque concrètement aujourd'hui à Rennes 150 policiers nationaux. Pour le seul département d'Ille-et-Vilaine, il y a 3 enquêteurs pour les stupéfiants. 3 seulement pour les stupéfiants. Donc, on a eu une visite de Bruno Retailleau le 1er novembre dernier qui malheureusement n'a pas changé grand-chose. Donc, il y a des mesures locales et nationales. Et au local, il y a bien sûr ce que je viens de dire sur la police municipale, mais il y a aussi oui, des choses à faire sur l'immigration. Et il y a, selon vous, une proximité entre immigration et insécurité à Rennes? Mais c'est évident, en fait. Je suis désolé, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte, mais ces narcotrafiquants qui se tirent à coups de Kalachnikov ne s'appellent pas Stéphane, ni Julien, ni Anne-Sophie, ni Charlotte. Il y a évidemment un lien avec l'immigration, ça c'est une évidence. Et même au plan rennais, la maire de Rennes, elle est responsable. Alors vous pourrez me dire, voilà, que peut faire la maire de Rennes sur les flux migratoires? Alors malheureusement, la maire de Rennes, elle y est responsable. Pourquoi? Parce qu'elle va, d'une part, se rendre elle-même à Bruxelles pour réclamer un accueil digne des migrants. Première chose. Deuxième chose, la mairie de Rennes dépense chaque année 6 millions d'euros pour loger environ 1000 migrants. Voilà, considérant que l'État ne fait pas son travail, etc. Effectivement, l'État a la responsabilité d'expulser les OQTF, etc. C'est la responsabilité de l'État, mais la mairie de Rennes, elle, encourage aussi l'immigration à son niveau. Et sur ce sujet-là, la ville de Rennes, elle attire, et j'en veux pour preuve ce que dit par exemple le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Didier Lesky, interrogé par vos confrères du Télégramme il y a encore quelques semaines, et qui dit, je cite, là j'ai le texte, « Certaines villes sont prises au piège de leur choix. Dès lors que des villes mettent en place des dispositifs attractifs en organisant, par exemple, le versement de prestations ou des prises en charge, même si des personnes sont en situation irrégulière, elles finissent par devenir des zones attractives. La pression qui s'exerce sur certaines villes de l'ouest de la France ne vient pas simplement du fait que des gens auraient décidé comme ça, spontanément, en partant de l'est de l'Europe, d'Afrique ou d'Asie, d'arriver spécifiquement à Nantes ou à Rennes. C'est parce qu'il y a une information qui est passée. Les immigrants sont des personnes qui pensent, qui s'informent. Voilà. Là est le bilan de Nathalie Appéré et de la gauche rennaise. Ils ont un bilan assez terrible sur ce sujet-là, effectivement. Il faudrait donc, pour qu'il y ait moins d'immigration, une moins forte attractivité finalement. Alors j'entends par immigration clandestine. Oui. Il faudrait qu'il y ait une moins forte attractivité de villes comme Rennes ou de pays comme la France par exemple. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que tous les ans, par exemple, nous déplorons des campements de migrants indignes partout dans Rennes, dans des gymnases, dans des parcs, des campements vraiment indignes. Et qui, alors, la gauche nous dit oui, alors,
la gauche pense faire de l'humanitaire comme ça, mais si le résultat de votre humanité, c'est ça, pardonnez-moi, mais ça, pour moi, ce n'est pas de l'humanitaire. Voilà. Et on sait très bien, notamment pour en revenir au narcotrafic, que ces fameux mineurs étrangers isolés sont très souvent embrigadés pour être recrutés comme choufs, comme guetteurs. Voilà, tous ces guetteurs qui hurlent dans les quartiers rennais, qui sèment la terreur et pour tous les Rennais, qui entendent nuit et jour les Wallah ça pue, ça passe quand des voitures de policiers arrivent. Voilà. Donc, et concrètement aussi, dans le quartier de Maurepas, on a eu un démantèlement grâce aussi aux policiers. Il faut reconnaître que les policiers ont fait un très bon travail pour démanteler une équipe dans le quartier de Maurepas, dirigée par un Kosovar qui était surnommé le Kosovar. Donc effectivement, oui, il y a un lien avec l'immigration, c'est évident. Avec aussi une lassitude des populations, on les entend s'exprimer de plus en plus, parfois même à visage découvert. Et dans ces quartiers, il y a aussi des populations issues de l'immigration qui se sont intégrées, bien évidemment. Voilà, qui ont une vie sociale, un travail et autres, oui. Et qui ont cette forme de lassitude aujourd'hui et qui ne comprennent pas finalement que ceux qui arrivent ne s'intègrent pas. Bien sûr. L'intégration, c'est aussi peut-être une solution pour ceux qui veulent s'intégrer. Mais c'est la solution, évidemment. Mais le problème, c'est que nous payons maintenant 40 ans d'immigration. 40 ans d'immigration massive qui n'a malheureusement pas été intégrée comme il aurait dû l'être. Enfin, c'est-à-dire que là, effectivement, comme vous dites, on a des familles très modestes dans ces quartiers qui subissent l'enfer au quotidien, qui, par exemple, au Blône, sont obligés de grillager leur porte d'immeuble pour pouvoir vivre tranquillement sans les dealers. Enfin, et on a des personnes, oui, effectivement, issues de l'immigration, qui vivent tranquillement, qui travaillent durement, qui ont des petits salaires et qui subissent l'enfer, qui même nous rejoignent, nous, sur nos constats, en disant, voilà, l'immigration, elle n'est pas réussie, dans le sens où il y a eu trop d'immigration pendant trop d'années et que l'intégration n'a pas été faite. Donc, il y a effectivement des personnes issues de l'immigration qui nous rejoignent aussi sur ces sujets-là, puisqu'ils vivent l'enfer aussi au quotidien. Donc, l'intégration, il faut mettre plus de moyens pour intégrer, pour former les jeunes, pour apprendre la langue aussi, ceux qui veulent rester sur le territoire, qui veulent construire leur vie ici. La première des choses, c'est de couper les pompes aspirantes. La première des choses, c'est de couper, l'expression, mais le robinet, c'est ça. Puisqu'on ne peut pas continuer, il y a 500 000 entrées légales, à peu près, entre 300 et 500 000 entrées légales par an. On a entre 500 et 700 000 clandestins en France. Enfin, on ne peut pas continuer comme ça indéfiniment. Et le bilan, on le constate tous les jours. Tous les jours, c'est le narcotrafic, mais c'est aussi par rapport à Rennes, il y a le narcotrafic qui prend toute la place médiatiquement, mais il y a aussi toute l'insécurité qui continue, hein, parce que il y a encore quelques années, on parlait beaucoup des mineurs étrangers isolés dans le centre-ville de Rennes. Ouest France, le Télégramme, vos confrères en ont assez abondamment parlé. Alors c'est assez occulté, mais je peux vous dire que cela continue encore actuellement dans le centre-ville de Rennes, vers la place Sainte-Anne, etc., avec toujours cette façon d'attendre les étudiants ou ceux qui sortent des bars pour les détrousser violemment. C'est une réalité. Malheureusement, voilà, c'est le bilan, malheureusement, de 8 ans de Macronie et de 50 ans de socialisme à Rennes. Alors on a le sentiment qu'un petit peu partout en France, les différentes villes vivent ces trafics ou en tout cas ces incivilités, parfois ces violences importantes. Est-ce que pour vous, Bruno Retailleau, on va parler un peu de politique, c'est important, vous citiez Bruno Retailleau tout à l'heure qui est venu effectivement en fin d'année dernière à Rennes en visite. Est-ce que vous estimez qu'il a une action importante, finalement, on a beaucoup parlé des OQTF aussi, ou est-ce qu'il est un peu pieds et poings liés face au gouvernement ou face au président de la République? Écoutez, forcément dans son lexique, dans ce qu'il dit, on peut se retrouver parce que évidemment les constats sont parfois assez identiques. Sur l'immigration, sur la violence de l'extrême gauche aussi, qui s'abat aussi à Rennes, qui a un comportement, il l'a encore dit tout récemment à l'Assemblée nationale, de fasciste. L'extrême gauche violente qui sème la terreur à Rennes, les commerçants, les Rennais du centre-ville en connaissent quelque chose. Mais effectivement, alors Bruno Retailleau a des mots, mais malheureusement, pour nous, il nous faut des actes. Et concrètement, à chaque Conseil des ministres, il est coincé entre des macronistes et des socialistes. Donc concrètement, sur le plan des actes, ça pêche un peu, ça manque. Et là, je vous ai parlé de Rennes tout à l'heure. Voilà, les policiers
réclame vraiment des effectifs. Il manque 150 policiers. La visite de Bruno Retailleau en a amené 5 le 1er novembre dernier. On n'est vraiment pas au niveau. Et puis il faut accélérer sur les OQTF. Voilà. Donc il y a la loi narcotrafic, ça c'est très bien, c'est un point positif. Qui a été voté à l'Assemblée, mais qui peut encore être un peu détricotée si elle passe devant le Conseil constitutionnel. Alors cette loi narcotrafic, c'est une bonne chose, parce qu'elle va dans le bon sens. C'est ce que nous avons dit, elle n'est pas complète. Il manque des choses concrètement sur les peines planchées, des choses que nous proposons déjà depuis de nombreuses années. Les peines planchées, l'expulsion systématique des étrangers qui sont pris dans les trafics de drogue, ce genre de choses. La fin des aides sociales pour les narcotrafiquants. Voilà, ça, ce sont des choses qui manquent dans cette loi. Maintenant, elle va plutôt dans le bon sens. Elle est passée grâce au soutien, évidemment, au vote positif de tous les députés RN, parce que sinon, elle ne serait pas passée. Il faut être très clair. Donc, ça va dans le bon sens. Maintenant, il faut aller encore plus loin. Et pour aller plus loin, il faudra surtout amener le RN à l'Élysée en 2027. Et il faudra aussi des moyens, parce qu'évidemment, là, aujourd'hui, on est en contrainte budgétaire, je ne vous apprends rien. Ouais. Comment trouver les moyens, justement, pour assurer, finalement, la sécurité, le bien-vivre des Français ? C'est tout le travail du ministère de l'Intérieur, finalement, de déployer là où il faut les moyens adéquats. Et je pense que, malheureusement, Rennes aussi paye un manque d'effectifs par rapport à cela depuis de nombreuses années. Ça explose aussi à Rennes, il faut le dire aussi, parce que les narcotrafiquants savent qu'à Rennes, il y a moins d'effectifs, moins de moyens. Et voilà, c'est ce qui fait que Rennes, maintenant, est deuxième sur le classement du narcotrafic, juste derrière Marseille. Voilà, on nous parle de Nantes, de Grenoble. Non, c'est Rennes qui est juste derrière Marseille. Donc, il manque des moyens. Je vous ai dit aussi que la police municipale, la mairie peut aussi prendre les moyens et que la police municipale, elle peut en faire quelque chose vraiment de... Par exemple, notre maire Louis Alliot à Perpignan, il en fait une police vraiment très active, très présente, avec une brigade canine, ce genre de choses. Si vous voulez, Nathalie Appéré vient nous dire, oui, la police municipale, c'est réglementé par le Code général des collectivités territoriales. Sous-entendu, je ne peux pas faire grand-chose. Si, parce qu'elle peut, avec un arrêté municipal en plus, amplifier les missions apportées aux policiers municipaux, notamment pour compléter l'action des policiers nationaux sur le territoire. Ça, c'est vrai. Au niveau de la grande politique, vous parliez de l'Élysée tout à l'heure et de l'accession du RN à l'Élysée. Alors, la question, ce sera Jordan Bardella ou Marine Le Pen. On va en dire un mot tout à l'heure. Oui. Il y a un sondage qui est sorti. Mais il y a quand même, là encore, Bruno Retailleau qui est en embuscade, qui est le possible futur président de LR. Il est un peu sur vos plates-bandes quand même, Bruno Retailleau. Mais si vous voulez, oui, on partage peut-être des constats, mais le problème c'est que entre les paroles et les actes, il y a parfois un monde. Et je peux vous dire que par certains égards, il me fait penser à un certain Nicolas Sarkozy, qui aussi avait le verbe haut, mais peut-être les mains un peu molles. Et Nicolas Sarkozy, en 2007, a suscité un engouement, il est vrai, complet de la part des Français. Malheureusement, les Français réclamaient le Karcher, ils ont eu Kouchner. Donc, j'ai malheureusement un peu peur que ce soit la même chose avec Bruno Retailleau. Et et les Français, eux, ne sont pas dupes, ils se rendent compte. Et c'est ce qui explique aussi les résultats électoraux, même en Bretagne. Près de 550 000 Bretons ont voté RN l'an dernier, c'est du jamais vu. Jordan Bardella en tête aux européennes dans tous les départements de Bretagne, en Ille-et-Vilaine, partout. Donc il faut le changement, ce sera véritablement avec le Rassemblement national. Alors on va revenir au municipal tout à l'heure, mais j'avais envie de vous entendre commenter ce sondage IFOP pour la Fondation Hexagone qui est sorti en ce début de semaine et qui, quel que soit le cas de figure, il y a eu plusieurs cas de figure étudiés, place Jordan Bardella en premier au premier tour, mais aussi vainqueur au second tour. Oui. Ça, c'est une nouveauté pour le Rassemblement national. Oui, et c'est très très encourageant, évidemment. Voilà, maintenant on a... cette possibilité de Jordan Bardella, c'est une possibilité. Je rappelle que notre candidate, c'est toujours Marine Le Pen, quel que soit pour l'instant. Alors là, elle a fait appel de cette inéligibilité. Il y aura, on verra ce que donnera cet appel. Il y aura aussi peut-être un moyen par une question prioritaire de constitutionnalité, peut-être de trouver une solution. Maintenant, je pense que Marine Le Pen a tissé depuis de nombreuses années
un lien fort avec les Français de métropole comme d'outre-mer. Je pense que les Français voient qu'elle aime passionnément la France et les Français, ce qui n'est pas le cas du locataire actuel de l'Élysée. Donc voilà, c'est notre candidate. Et effectivement, Jordan Bardella l'a encore redit il y a quelques jours, si par malheur Marine Le Pen était empêchée, effectivement, Jordan Bardella serait, et pourquoi pas, notre candidat, évidemment. Alors, l'accession, on l'imagine, au pouvoir d'un président RN, donc de Jordan Bardella, ou de Marine Le Pen, si elle était possiblement éligible, c'est un bouleversement dans la société française. On le voit, vous le soulignez, le RN progresse à chaque élection depuis plusieurs années. 11 millions, un peu plus de 11 millions de Français ont voté pour le RN, avec aussi une forte résistance de la gauche, on le voit, même si elle se divise actuellement. Complètement. Mais si vous voulez, cette envie du Rassemblement national, c'est ce que veulent les Français. Enfin, on l'a constaté aux européennes où Jordan Bardella est arrivé très largement en tête. Et puis, on a vu constater, les Français ont constaté sidérés cette commedia dell'arte encore avec cette création d'un parti unique de Philippe Poutou jusqu'à Monsieur Wauquiez pour empêcher les Français d'avoir ce pourquoi ils croient en la politique, ils ont envie de placer le Rassemblement national au pouvoir. Et ça, c'est une réalité. Et donc, aujourd'hui, effectivement, on voit les scandales de LFI, par exemple, là encore avant-hier, LFI qui vote contre la libération de notre compatriote Boualem Sansal incarcéré dans les geôles algériennes. Les scandales à n'en plus finir sur l'antisémitisme, Jérôme Guedj qui est exfiltré par ses amis, avec qui il a pactisé. En tout cas, le PS a pactisé avec le monstre LFI pour un plat de lentilles, pour quelques places de députés. Alors, Jérôme Guedj a été élu, lui, sans les voix de LFI. Il a décidé de partir en solo. Exactement, mais d'une façon générale, voilà, le PS se retrouve groggy avec des scandales à n'en plus finir du côté de la France insoumise, avec par exemple à Rennes, Marie Mesmer qui justifie dans un tweet absolument abject le lynchage de supporters israéliens à Amsterdam. Marie Mesmer qui, après avoir pris, députée de Rennes, LFI, qui, après avoir pris des verres place Sainte-Anne avec Philippe Poutou, se retrouve au commissariat de police de Rennes pour aller visiter les miliciens violents d'extrême gauche qui, l'après-midi même, ont été pris en flagrant délit en train de tabasser à 30 contre 2 deux pauvres étudiants en droit sur le parvis de la fac de droit. Voilà, et ça, c'est cette violence qui est légitimée, cautionnée par LFI. Voilà, c'est ça qu'il faut dire. Et malheureusement, sur ce sujet-là, la gauche, elle est complice. Elle a pactisé avec cette gauche-là, cette extrême gauche, donc elle est complice. Mais je n'oublierai pas non plus que les macronistes, notamment Monsieur Attal, a participé à ce front dit républicain qui est complètement anti-républicain finalement. Monsieur Attal qui a dit voilà, il faut prendre le bulletin LFI pour faire barrage au Rassemblement national. Voilà, donc je pense aussi à un candidat LR dans les Bouches-du-Rhône qui a appelé à voter pour LFI pour faire barrage au RN. Donc voilà, tous ces partis ont empêché la victoire du Rassemblement national. Elle n'en sera plus éclatante la prochaine fois en 2027, je l'espère. Et avant cela, il y a les municipales. Voilà, évidemment. On va en dire un mot avant de se quitter parce que le temps passe très vite. Mais oui, je voulais vous entendre aussi sur justement ce changement de mentalité. On voit aujourd'hui un Jean-Luc Mélenchon qui est pointé du doigt à LFI. Il y a ce livre qui est sorti autour de Jean-Luc Mélenchon et des pratiques de LFI en interne, livre qui a été commis par deux journalistes plutôt classés à gauche. Est-ce qu'il y a une peur finalement de l'extrême gauche, de LFI, de cette gauche plutôt assez présente, assez violente parfois, qui pourrait faire basculer les Français vers le Rassemblement national? Mais tout le monde constate que la gauche, notamment, la gauche dite laïque, universaliste, qui n'existe plus parce qu'elle a été mangée par LFI, voilà, tout le monde constate qu'ils ont fait entrer le loup dans la bergerie et que c'est le système, la bordélisation complète de l'Assemblée nationale, c'est des scandales à n'en plus finir. On pourrait les lister, ça pourrait prendre très 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 long. Oui, et donc effectivement, il y a un rejet de la France insoumise avec effectivement dans le sondage dont vous parliez tout à l'heure, un Mélenchon complètement laminé par un Jordan Bardella aux alentours. Mais c'est normal, c'est la 38%, je crois, hein, je n'ai pas le chiffre sous les yeux. Oui, et puis Jordan Bardella largement élu face à Jean-Luc Mélenchon, évidemment. Enfin,
Il souffle sur les braises de l'antisémitisme, de la violence politique, parce qu'on est là aujourd'hui, on est face à un parti qui cautionne de la violence. La violence, c'est évidemment complètement antidémocratique. Dans une démocratie digne de ce nom, on se présente aux élections, on débat. Moi, je condamne évidemment ce qui s'est passé pour Monsieur Gage. Chacun doit pouvoir s'exprimer librement, sans crainte de violence. Et malheureusement, c'est LFI qui souffle sur les braises. On a perdu le sens du débat aujourd'hui. Tout se traite finalement de façon plus violente, plus à l'affrontement, si vous me permettez le terme. C'est pas dangereux ça pour une société je le pense. Telle que la société fracturée qu'on a aujourd'hui. Je le pense. Et les filles est vraiment responsable de ça. On le constate. On le constate à Rennes, on le constate partout. Par leurs mots, par cette façon de cautionner la violence politique, en flirtant avec l'antisémitisme, ce genre de choses. Les Français juifs le disent eux-mêmes, à 90%, ils estiment qu'ils ne sont pas en sécurité à cause de la France insoumise. Donc c'est dramatique ce qui se passe aujourd'hui. Et la France insoumise porte une lourde responsabilité. Il nous reste 5 minutes. Je vous avais promis de revenir sur les élections municipales, car elles vont arriver vite. 2026, c'est demain, finalement. J'imagine que le Rassemblement national commence à poser ses pions à Rennes. Bien sûr, effectivement, et nous avons même des forts signes d'encouragement, puisque, comme j'ai déjà pu le dire, l'année dernière, aux élections législatives, nous avions réussi à Rennes aux alentours de 11-12%. C'est-à-dire que si nous renouvelons ce score-là, nous arrivons au second tour, nous avons des élus. Donc ce que nous voulons, nous sommes présentés seuls aux législatives la dernière fois, nous voulons faire l'alliance la plus large possible. On peut imaginer une alliance avec la droite rennaise, mais une alliance qui irait jusqu'au centre aussi, ou c'est pas possible? Écoutez, tout est dans les tuyaux, mais pour l'instant, en tout cas, nous, ce qu'on fait actuellement, c'est que le Rassemblement national présentera une liste accompagnée de l'UDR, c'est-à-dire les Républicains courageux d'Éric Ciotti, qui ont créé leur propre parti, avec IDL de Marion Maréchal. Et donc nous y allons déjà avec ces trois-là, et nous ouvrons la porte pour quelque chose de peut-être plus large, pourquoi pas? On peut imaginer que tout le monde ne se mette pas d'accord à Rennes et qu'on arrive sur une quadrangulaire demain. Ça donnerait une chance supplémentaire au Rassemblement national? Bien sûr, ce serait très très intéressant justement de constater ça. Je pense que si les Rennais, il y a beaucoup de Rennais qui ouvrent les yeux, qui constatent que nous avions raison déjà depuis de nombreuses années sur certains sujets, et que ces Rennais aussi ouvrent les yeux par rapport aux caricatures qu'on fait habituellement de notre parti, de nos propositions, etc. Tout est possible. Je rappelle que la dernière fois, en 2020, Nathalie Appéré avait été élue, mais avec un taux d'abstention absolument énorme. Finalement, il y a énormément de Rennais qui soit n'ont pas voté pour Nathalie Appéré, soit se sont abstenus ou ont voté pour d'autres listes. Donc tout est possible, et nous pouvons aussi avoir des élus à Rennes, et ce sera un bel objectif. Maintenant, il faut convaincre, il faut aller parler aux gens. C'est facile d'aller dans les quartiers, d'aller discuter, de parfois faire face à la vindicte. Vous l'avez payé de votre personne il y a quelques mois. Oui. C'est facile aujourd'hui? Forcément, il y a une extrême gauche violente, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui est encore très présente, mais il y a aussi beaucoup de Rennais qui ouvrent les yeux, qui, comme je vous l'ai dit, qui constatent que nous avions raison, que nous sommes très très loin des caricatures de l'extrême gauche qui veut justement uniquement garder ses postes, et qui souhaite justement faire peur pour garder ses postes. Donc voilà, les Rennais ouvrent les yeux, et c'est heureux. Et on en reparlera de Rennes et des élections municipales au micro de la matinale de Bretagne 5. Julien Masson était notre invité politique ce matin. Il est porte-parole du Rassemblement national en Ille-et-Vilaine, et même en ce 8 mai, il a fait le déplacement pour être avec nous. Je le remercie. Merci. Belle journée. Merci à vous, bonne journée. Bretagne 5, le 7-9, Stéphane Hamon.